Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette activité de transfert de connaissances qui est organisée par le Bureau de la mission universitaire de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, qui fait partie du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Je suis Valérie Coulombe, agente de planification, programmation et recherche pour le Bureau de la mission universitaire et je serai votre animatrice dans le cadre de cette activité. Avant de commencer et de laisser la parole à nos panélistes, j'aimerais vous glisser quelques mots sur ce que c'est que le Bureau de la mission universitaire. Dans le fond, cette instance-là, cette équipe-là relève directement de la direction des services de santé mentale, dépendance et itinérance du CIUS de l'Est. Et son mandat est d'offrir un accompagnement aux équipes de la direction pour soutenir l'actualisation de la mission universitaire qui a été accordée à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, et ce, autour des 6 dimensions là, de mission universitaire que sont la recherche, l'enseignement, le transfert des connaissances, l'UETMI en santé mentale de notre part, les pratiques de pointe et l'innovation, ainsi que le rayonnement. Le BMU soutient également l'implication des patients et des proches partenaires dans l'organisation et l'amélioration des services de santé mentale. Et enfin, les activités du BMU cherchent essentiellement à rapprocher les gestionnaires, les intervenants, les usagers et les chercheurs par la coordination d'interfaces qui favorisent la co-construction des connaissances. Avant de confier la parole à nos invités, pardon, je souhaite remercier d'une part nos panélistes d'aujourd'hui qui ont contribué à la co-construction de l'activité et de l'atelier. Donc, je vous remercie beaucoup, ainsi que l'équipe des communications du CIUS pour la promotion de l'activité et également le soutien technique de la direction de la recherche, de l'enseignement et de l'innovation pour la présence sur Zoom avec nous aujourd'hui. Donc, entrons dans le vif du sujet. L'activité d'aujourd'hui a pour titre Intégrer les pratiques axées sur le rétablissement dans les services cliniques à partir de l'exemple du projet à portée de main. Donc, les objectifs sont de présenter un modèle d'outils pratiques favorisant le développement de connaissances et de pratiques soutenant le rétablissement en santé mentale, de discuter des conditions de succès et des enjeux de l'implantation d'un tel projet dans une organisation de santé selon divers contextes, et de présenter les retombées du projet observées à court et à moyen terme dans les équipes, chez les intervenants, chez les patients et sur la qualité des services. Pour nous présenter cet exemple de projet, nous avons invité Mme Catherine Briand, qui est professeure titulaire à l'UQTR, chercheur au CERIS, qui est le Centre d'études sur la réadaptation et le rétablissement et l'intégration sociale du Centre de recherche de l'Institut et qui est également cofondatrice du CASR, le Centre d'apprentissage santé-rétablissement, basé sur le modèle Recovery College. Madame Sarah Montminy, qui est coordonnatrice de recherche au CERIS du Centre de recherche de l'Institut, ainsi que Marie-Ève Dargy, qui est coordonnatrice professionnelle au suivi d'intensité variable et travailleuse sociale à l'équipe mobile CIL, donc suivi d'intensité variable au CIUS de l'Est, et Marie-Ève Lévesque, chef de service de 4 ressources d'établissement transitoire du CIUS de l'Est. Elle vous présentera ce que c'est qu'une ressource transitoire plus précisément. Précisons enfin que les panélistes déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêt potentiel en lien avec cette activité. Donc, je vous laisse sur ce la parole, Catherine. Merci beaucoup, Valérie. C'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Je vais partager la présentation. Bien, c'est un plaisir de pouvoir vous présenter le projet à portée de main qui, vous allez le voir, est un projet qui est là depuis plusieurs années, qui a été vraiment co-construit avec les réseaux de la santé. Puis je suis très contente que Mme Dargy puis Mme Lévesque aient accepté de pouvoir venir présenter le projet à portée de main avec moi. Donc, ma tâche sera de vous parler des origines du projet à portée de main, de ce que c'est le CERIS et la bibliothèque virtuelle, qui a été le point de départ finalement du projet à portée de main. Il y a eu 2 phases d'expérimentation dans le projet à portée de main jusqu'à maintenant avec un volet de recherche. Mes 2 collègues vont pouvoir vous parler de cette expérience de la phase 1 et ensuite de la phase 2. Et on va terminer avec des constats, des recommandations pour le futur, puis évidemment une période d'échange avec vous parce qu'on veut vous entendre sur comment ce type de projet est porteur pour vous et comment vous voyez l'avenir à ce sujet. Donc, s'il y a un enjeu, Valérie, de son ou d'image, merci de m'en aviser, mais comme j'ai l'impression que tout va bien, je continue. Donc, les origines du projet à portée de main, ça fait plus de 10 ans.
En 2008, en fait, malgré une large littérature présentant les données probantes sur les meilleures pratiques dans le domaine de la santé mentale, on était à ce moment-là, on était face à des décideurs, des gestionnaires, des intervenants, des usagers, à la fois les personnes et les proches, qui avaient peu accès aux connaissances, en particulier en français pour le Québec, et disposaient de peu de mécanismes de soutien pour déployer ces meilleures pratiques-là. Et c'est pour ça qu'en 2009, j'ai eu une première subvention RSC qui m'a permis de faire une consultation provinciale. D'ailleurs, j'ai vu dans la liste des invités qu'il y avait des gens qui avaient participé à cette consultation provinciale, qui sont là encore plusieurs années après, qui s'appelait « Partenariat pour l'amélioration des pratiques visant le rétablissement des personnes atteintes de troubles mentaux graves ». Et dans cette consultation provinciale où on avait des gens de toutes les organisations, les représentants de tous les établissements de santé. À l'époque, ce n'était pas des CIS et des CIUS. On a été pendant 3 jours à cogiter, puis à identifier 3 solutions qu'il fallait se doter de moyens pour donner accès à l'information sur les bonnes pratiques via un portail web en français, qu'il fallait soutenir davantage les intervenants dans le partage et l'échange d'informations en utilisant, entre autres, les technopédagogies, et qu'il fallait mieux outiller les intervenants, les superviseurs cliniques, les gestionnaires, et j'ajouterais même les personnes en rétablissement et leurs proches, dans des mécanismes de réflexion et d'amélioration des pratiques. Et c'est là qu'en fait, en 2010, est né le Centre d'études sur la réadaptation, le rétablissement et l'insertion sociale, le CERIS, et sa bibliothèque virtuelle. On a créé une bibliothèque virtuelle qui est encore disponible aujourd'hui, très, très utilisée, plus de 80 000 nouveaux utilisateurs et utilisateurs récurrents depuis son ouverture. Donc, c'est le cerisweb.com. Si vous ne connaissez pas encore, ça vaut la peine. C'est une bibliothèque virtuelle qui regroupe une variété d'outils qui met de l'avant cette idée de technopédagogie dans la pratique réflexive, des dossiers thématiques sur différents sujets en lien avec le rétablissement. Entre autres, rétablissement et services accès rétablissement, plan d'intervention, plan de rétablissement, soutien entre pairs, l'importance de la famille et les personnes significatives, les proches, tout un volet sur la confidentialité, la collaboration avec l'entourage, le logement, l'emploi-études, l'approche par les forces. Voilà. Et c'est devenu, à travers les années, depuis plus de 10-15 ans, là, une référence pour les intervenants, les superviseurs cliniques, les gestionnaires, les personnes en rétablissement, les proches. On a des utilisateurs, évidemment, principalement du Québec, de toutes nos régions du Québec, mais on a des gens de la francophonie canadienne. On a beaucoup d'Européens francophones aussi qui viennent sur notre bibliothèque virtuelle et qui utilisent les outils. La bibliothèque virtuelle, si vous ne la connaissez pas, ressemble à celle-là. Donc, quand vous arrivez sur le site de la bibliothèque virtuelle, vous avez les différents dossiers qui sont là. Et si, par exemple, je clique sur « Rétablissement », j'arrive à l'intérieur d'un dossier où vous avez au centre vraiment la définition de ce que c'est ce que c'est le rétablissement personnel, ça résume les meilleures pratiques. Et à droite de votre écran, vous avez une zone qui s'appelle « Outils pour guider votre réflexion » et c'est là, je dirais, la richesse de la bibliothèque virtuelle. C'est-à-dire où là, on a un carton et une mémoire des bonnes pratiques, on a une vidéo et un guide accompagnateur. Ce qui fait notre renommée, j'aurais le goût de dire, jusqu'à maintenant dans le projet à portée de main, qui à l'époque, au début, ne s'appelait pas à portée de main, mais qui est devenu à portée de main. C'est vraiment le vidéo et son guide accompagnateur qui permet une pratique réflexive d'un intervenant, un intervenant avec son client, un intervenant ou un superviseur clinique avec son équipe, etc., etc. Et si on descend dans le dossier, vous voyez là qu'il y a différentes ressources et des liens vers des ressources externes qui permettent que si les gens veulent en savoir plus, ils ont tout un tri de ressources qui est là. La bibliothèque virtuelle, elle est mise à jour de façon quand même assez régulière, ce qui fait qu'en général, là, nos liens fonctionnent toujours. Et finalement, ça l'amène à d'autres dossiers web. Une des recommandations que l'on fait, c'est vraiment de commencer souvent par la capsule vidéo, le guide accompagnateur, le carton et de mémoire, les définitions, et que là, si on veut en savoir plus, on va dans la banque de ressources. Ici, vous avez le schéma du modèle à portée de main parce qu'il y a des gens, des fois, qui nous ont dit « Mais est-ce que la bibliothèque virtuelle, c'est de la formation continue? Où vous vous situez? » Les objectifs de la bibliothèque virtuelle, c'est vraiment d'améliorer les connaissances, d'amener à développer notre esprit critique et notre pratique réflexive, évidemment, de soutenir les gens à adapter ces connaissances-là au contexte, à leur contexte spécifique,
et de favoriser finalement l'amélioration continue des pratiques. Et on croit à l'intérieur du projet à portée de main et du modèle à portée de main que l'amélioration continue des pratiques passe par cette pratique réflexive, c'est-à-dire d'amener des équipes, des gestionnaires, des intervenants, des personnes atteintes, des proches à ensemble réfléchir aux meilleures façons de faire et de s'approprier ensemble ces nouvelles connaissances-là ou ces connaissances ou ces nuances dans les connaissances. Et je vous amène au milieu où vous avez des zones là, de couleurs. Il y a 3 grands moyens. En fait, il y a d'abord en rouge l'idée de diffuser des connaissances en français. Donc là, on a nos dossiers thématiques, vous les avez vus, l'outil aide-mémoire, des résumés de définition. Donc là, on est plus dans diffuser, synthétiser la connaissance. Ensuite, il y a cette idée de dissémination où là, on a en bleu là, le webinaire d'introduction, le panel d'échange. On peut organiser dans le projet à portée de main ce type d'événement-là qui permet d'aider la vulgarisation du contenu par un webinaire ou par un panel d'échange qui, dans ce panel-là, vont prendre l'information, la connaissance et la contextualiser. Et ce qui est fondamental, c'est la 3e partie en vert, où là, on a des outils, on a des activités qui permettent l'échange. Des forums de discussion, des débats blogs qui peuvent être organisés, des communautés de pratique qui ont été organisées aussi à travers le projet à portée de main, et tout le volet de la supervision clinique de groupe où avec le vidéo et le guide accompagnateur, on amène les équipes à réfléchir. Et le volet de l'échange, il est fondamental. Je pense que je vous en parle peut-être un peu tantôt, mais dans les modèles d'apprentissage transformateur, dans les modèles de transformation des pratiques, on ne peut pas juste lire un document ou aller faire une formation où un expert nous envoie de la connaissance. Ça n'amène aucun changement dans notre pratique. On peut se faire accroire ça, là, mais tous les modèles en apprentissage, on dit que si on n'est pas amené après à échanger, discuter, contextualiser, mettre en lien, que à ce moment-là, on n'intègre pas ces connaissances-là, puis on ne peut pas les intégrer dans notre pratique, dans nos décisions, dans nos réflexions. Donc, voilà. Je ne vous parle pas plus de ce modèle-là, mais vous aurez là, le diaporama si vous voulez avoir le détail. 2 phases d'expérimentation, je vous en ai parlé. Première phase d'expérimentation 2015-2018, équipe SIM-CIV de 5 régions du Québec. Et phase 2, plus récente, 2020 à 2023, dans des équipes en ressources d'hébergement du CIUS de l'Est et du CIUS de l'Ouest de Montréal. Je rentre tout de suite dans notre phase 1. Pour vous en parler brièvement. Donc, on a travaillé avec 23 équipes de santé mentale à travers 5 régions du Québec. À travers ces années-là, 324 intervenants supervisants cliniques ont participé de près ou de loin à la programmation qui s'est déroulée sur 1 an et où on avait différentes activités. Vous les avez dans la 3e zone en bas. Toutes les activités que je viens de vous décrire du modèle, donc à la fois des webconférences, des discussions d'équipe avec le vidéo, le guide accompagnateur, des forums de discussion, l'accès à la bibliothèque virtuelle. Et lors de la phase 1, 6 thèmes ont été abordés dans cette année de programmation. Les résultats, ce qu'ils nous disent, c'est que le projet a permis de réfléchir à mes pratiques, 72% des gens, de discuter en équipe du concept de rétablissement, de l'implication des familles et des proches, du plan d'intervention, des meilleures pratiques. Donc là, je vous ai sorti les résultats où plus de 50% des gens nous ont dit ça, de structurer davantage mes interventions et de faire des choix plus éclairés à 43,9% et de soutenir davantage les personnes dans l'élaboration de leur plan d'intervention, l'implication des familles et des proches, le soutien aux études au travail en milieu régulier. Donc, vous voyez que le projet, puis là, on a des résultats, je pourrais faire un après-midi juste de présentation des résultats, mais j'ai tenté de vous orienter. Je vous ai mis quelques paroles d'apprenants. Je ne les regarderai pas avec vous, c'est vraiment en ressources complémentaires, parce que je souhaite vraiment donner la parole ici à Marie-Ève Dargy, qui a été coordonnatrice professionnelle, qui l'est encore, mais qui a été participante à cette phase 1, puis elle pourra vous dire de quelle façon elle a été participante de cette phase 1. Donc, Marie-Ève, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais te laisser la parole. Merci, Catherine. Bon, bonjour tout le monde. Merci d'être là et de prendre le temps de nous écouter. Catherine, ça fait longtemps qu'il a fallu que je ressorte tout ça là,
il y a 8 ans, quand ça a commencé, ce projet-là, parce que, en fait, je vis plus avec les retombées maintenant à long terme que c'est ça, que de me replonger dans le contexte initial, ça a été comme plus difficile. Mais avant de vous parler de l'expérience du projet, juste pour ceux et celles qui ne connaissent pas les CIV et les CIM, donc le soutien d'intensité variable et le suivi intensif dans le milieu, je vous ai fait un petit tableau là, un peu explicatif et comparatif des deux programmes. On est des équipes de réadaptation dans la communauté, donc on est des équipes mobiles, on est sur le même continuum. On a sensiblement la même approche, mais on a quand même des différences importantes. Donc, les SIV, c'est pour une clientèle adulte souffrant de troubles mentaux graves, dans la lignée des psychoses, des troubles de l'humeur et des troubles anxieux qui vont nécessiter de la réadaptation dans leur milieu de vie. Donc, les interventions ne se font pas en CLSC ou en hôpital, mais bel et bien là, au domicile de la personne ou dans tout autre lieu pertinent, soit le milieu de travail, soit l'école, soit dans un parc, un café, peu importe. On vise le développement de l'autonomie de la personne par des interventions les plus normalisantes dans la communauté. Donc, on va éviter de ghettoiser, si vous voulez, les personnes qui sont aux prises avec une problématique de santé mentale. Donc, au lieu d'aller, admettons, dans une activité d'art uniquement pour les gens qui souffrent de problématiques de santé mentale, on va essayer de les intégrer plus dans les activités de monsieur, madame, tout le monde. Donc, pour qu'ils reprennent un peu plus de pouvoir sur leur vie, puis aussi qu'ils ne soient pas uniquement définis par la maladie. Les suivis sont d'environ 2 ans. Donc, dans la littérature, on parle de 2 à 5 ans. Dans la pratique, c'est environ 2 ans qu'on vise pour pouvoir atteindre les objectifs, mais ça peut être moins aussi. Mais passé 5 ans, on se questionne. À ce moment-là, on n'est pas très... On se dit qu'on n'est plus en réadaptation rendue en 5 ans. On offre de 2 à 7 rencontres par mois. Donc, de là, le soutien d'intensité variable aussi. Donc, pendant certaines périodes, on peut augmenter l'intensité lorsque la situation le requiert ou encore en processus de désengagement, bien, on va rencontrer la personne de façon plus espacée pour s'assurer du maintien des acquis avant de fermer notre épisode de service. L'intervenant, on travaille en gestion de cas. Donc, l'intervenant est pivot de chacun de ses usagers, puis il va travailler avec les différentes équipes traitantes. Bien qu'au SIV, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait une équipe traitante non plus dans le dossier. Ça peut être une personne qui a juste un médecin de famille ou pas de médecin du tout, ça arrive régulièrement. Notre ratio est de 1 à 18, 1 à 20 par intervenant. Donc, voilà. Au niveau du CIM, le suivi intensif dans le milieu, eux, c'est clientèle adulte 18 à 65 ans, souffrant de troubles psychotiques graves, avec des symptômes, là, excusez, ça va... avec des symptômes et déficits fonctionnels entraînant de la détresse et des difficultés majeures d'adaptation au quotidien. Excusez, je suis un peu stressée. Puis là, ben, j'arrivais plus à voir le reste de la slide. Fait que ça m'a comme un peu... En tout cas. Donc, les interventions se font aussi au domicile de la personne de façon soutenue. Quand la personne est rendue aussi dans un processus où elle veut intégrer un milieu d'emploi ou un retour aux études ou des choses comme ça, les interventions aussi peuvent se faire dans ces milieux-là. Mais c'est principalement au milieu de vie de la personne. Le suivi est offert pour une période indéterminée, mais on vise une période de 5 ans. Donc, faire le gros, puis après ça, on transfère plus vers les équipes SIV. Donc, on est vraiment sur le même continuum. C'est 8 rencontres et plus par mois. Donc, il y a des usagers qui peuvent être vus jusqu'à quotidiennement et même 2 fois par jour si requis, parce qu'on peut offrir le service de supervision de la médication. Donc, ce n'est pas un prérequis pour avoir accès au CIM, mais c'est un service qui est offert par le CIM lorsque requis. Le CIM est composé en fait, le CIM, c'est une équipe traitante psychiatrique. Donc, c'est composé de différents types d'emplois, dont un père aidant. Puis, ils sont plusieurs, ils sont 10 autour
d'une cohorte de 90, la cible, c'est 90 usagers. Donc, ça fait un ratio de 1,9, 1,10 par pivot à ce moment-là. Donc, et il y a un psychiatre, bien entendu, là, au sein de l'équipe. Donc, en gros, c'est les deux équipes là, qui étaient ciblées lors de la première phase. Valérie, si tu pouvais changer la slide, ce serait super. OK. Donc, Catherine l'a dit tantôt, les cibles et les cibles de notre établissement avec d'autres régions du Québec, là, on était 5 en tout, on a participé à ce programme-là, au projet. Puis, le projet, en fait, ce qui nous avait été présenté, c'était une panoplie d'activités, dont des conférences en mode hybride, ce qu'on ne voyait pas avant, des discussions d'équipe et débat blog, des activités de réseautage qui étaient chapeautées par le CERIS CNESM. CNESM, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le Centre national d'excellence en santé mentale. Le Centre national comme tel a été dissous dans les 2 dernières années. Maintenant, ils font partie officiellement là, du ministère, mais c'était eux là, qui chapeautaient ça avec le CERIS. Puis, voilà, c'était pour nous soutenir là, pour améliorer nos pratiques dans ce moment. Voilà. Donc, les réactions initiales au projet. Donc, il y a eu des réactions négatives, bien entendu, résistance au changement, perplexité, indifférence, irritation. C'était une affaire de plus qui se rajoutait à la charge de travail. Bon, il y en avait plusieurs qui étaient sceptiques, en fait, sur pas la validité, mais la plus-value, en fait, ou les bénéfices que le projet pouvait apporter. Les réactions positives, bien, il y avait des gens qui étaient motivés, il y avait un intérêt pour les thèmes, il y avait une envie d'apprendre et de partager, un attrait de la nouveauté et une soif d'outils. Parce que quand on est intervenant, on veut toujours avoir le coffret d'outils qui vient avec, qui peut nous aider à mieux intervenir. Donc, c'était vraiment ce que les intervenants allaient chercher le plus dans le projet. On peut changer. Donc, la programmation était divisée par module, puis on pouvait participer là, aux activités. Les thèmes de la première phase étaient quand même intéressants. Il y avait, tout était intéressant, là, mais c'était vraiment intéressant. Il y avait le rétablissement personnel, le pays versus le plan de rétablissement, les pères aidants et le soutien entre pairs, la famille et l'entourage, le logement et l'emploi. Donc, il y avait différents médiums technologiques qui étaient mis à contribution pour susciter la participation des intervenants. Il y avait les blogs, il y avait les téléconférences au niveau téléphonique, il y avait les rencontres en présentiel, il y avait les visioconférences aussi. Donc, il y avait différentes façons de pouvoir contribuer ou participer aux différentes activités. Puis, à l'intérieur de chaque thème, en fait, Catherine en a parlé un petit peu plus tôt, mais c'est un des outils qui a été le plus utilisé chez nous, en fait, la capsule vidéo avec le guide accompagnateur, puis on faisait ça en réunion d'équipe. Donc, à chaque thème, on présentait la capsule, puis après ça, on pouvait échanger sur le thème, on pouvait réfléchir aussi, puis on prenait des notes, puis on faisait un compte-rendu, puis nous, on retournait là, comme notre compte-rendu vers les organisateurs là, du projet. Voilà, on peut changer. Bien entendu, les enjeux et les contraintes, c'est pratiquement toujours les mêmes, mais le manque de temps. Donc, programmation chargée et longue dans le temps. Donc, il y avait beaucoup de matériel. C'était ultra intéressant, mais il y avait certains intervenants avec leur charge de cas qui avaient comme de la difficulté à participer à tout ce qui aurait voulu participer finalement. Des difficultés technologiques. Parfois, c'était des difficultés de l'utilisateur aussi, parce qu'on n'était pas tout techno. Maintenant, on l'est plus suite à la pandémie, mais avant la pandémie, je vous dirais que les ordinateurs, puis le visio, puis c'était assez, c'était nouveau, très nouveau. Donc, le contenu était parfois confrontant face à nos pratiques du moment. Faire pour plutôt que faire avec. On était comme encore, on n'était pas encore beaucoup dans tout ce qui était empowerment, l'usager au centre de son plan d'intervention, au centre des services qui lui sont prodigués. On était vraiment plus dans répondre aux besoins, puis plus des services compensatoires plutôt que des services de réadaptation à ce moment-là. Donc, c'était assez
C'était confrontant. Le contenu parfois non adapté à la clientèle ciblée, CIV-SIM. Donc, dans les premières capsules, ça avait fait réagir beaucoup parce qu'on est des équipes spécialisées et surspécialisées en santé mentale avec une clientèle qui est vraiment avec des troubles sévères et persistants, des troubles graves. Donc, au début, le contenu qui nous était présenté était un petit peu trop accessible à monsieur, madame, tout le monde. Ça rejoignait un petit peu plus un trouble d'adaptation, si vous voulez, ce qui a fait un peu en sorte que certains intervenants ne se sentaient pas interpellés. Okay. On en a parlé, il y a eu un échange et puis par la suite, le CIRIS, le CNESM, le contenu, c'est davantage adapté ou a davantage ciblé notre clientèle, ce qui a suscité un plus grand intérêt et une meilleure participation, en fait, des intervenants par rapport à ça. Donc, perte de motivation et d'intérêt des intervenants en cours de programmation, mais je viens de vous l'expliquer, mais c'était plus en lien avec le reste. Alors, les retombées à court, moyen et long terme. Premièrement, il y a eu le développement d'une philosophie et d'un langage commun. Quand on est arrivé ici avec le projet, il faut se rappeler que 2015-2016, quand ça a commencé, c'était la réforme Barrette et c'était la naissance des CIUS. Donc, à l'intérieur même de notre établissement, on avait 3 équipes CIV, 3 équipes SIM. On a encore ces 3 équipes-là, mais c'était 3 réalités complètement différentes. Donc, on s'est rendu compte que ce n'était pas tout le monde qui était formé de la même façon ou qui pensait, qui interprétait en fait notre rôle de la même façon, le mandat de ces équipes-là de la même façon. Donc, le projet, les échanges, le réseautage a permis de mettre ça en lumière et surtout d'y remédier, en fait. Donc, tous les intervenants depuis ce projet-là, sont formés à l'approche par les forces. C'est vraiment le leitmotiv, là, si vous voulez, là, de ces 2 programmes-là. C'est l'approche qui est préconisée. Et c'est suite au projet qu'on a vraiment mis l'emphase sur ce modèle-là d'intervention. Ça a permis une démystification de certains concepts, dont le rétablissement versus la réadaptation. C'est pas tout le monde. Avant, on était vraiment axé sur la guérison. C'était plus ça, hein, le traitement, guérison et tout, mais tout ce qu'il y avait autour était un peu escamoté, mis de côté. C'était traitement, tu vas mieux, that's it. Mais on a compris que le rétablissement, c'était pas comme ça, que c'était pas A, B, le chemin entre les deux. C'est un chemin continu et qu'il y a différentes étapes. Il y avait, si vous avez la chance d'aller fouiller dans la bibliothèque, il y a des présentations super intéressantes sur les différentes étapes du rétablissement, ce que ça implique, ce que ça engage aussi. Donc ça a été super intéressant aussi de mieux comprendre c'était quoi le rétablissement et aussi c'était quoi la réadaptation. Je vous ai parlé tantôt de faire pour au lieu de faire avec ou d'enseigner à quelqu'un la stratégie pour qu'il soit autonome à long terme. Tu sais, on n'était vraiment pas dans cette philosophie-là avant, maintenant on l'est davantage. L'utilisation d'outils concrets. Il y a une capsule explicative dans la bibliothèque au niveau de tout ce qui était emploi dans le thème emploi, où on parlait aussi de l'aide de la solidarité sociale, l'aide de dernier recours, où on faisait la différence entre la contrainte temporaire et la contrainte sévère. Et c'est tellement vulgarisé, c'est tellement simple les intervenants l'utilisaient avec leurs usagers pour leur faire voir la différence entre les deux. C'était tellement vulgarisé, c'était fabuleux. Donc, ça, c'était quelque chose de vraiment intéressant. Le plan de rétablissement aussi, il y a
parce qu'un plan de rétablissement et un plan d'intervention, c'est deux choses. Donc, il y avait des outils, des modèles de plan de rétablissement qu'on pouvait remettre à nos usagers et qu'on était en mesure de leur expliquer. La bibliothèque virtuelle, qui était toujours en lien avec les thèmes et les modules, très, 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 très intéressant. Ça a apporté aussi une remise en question puis une déconstruction de certains préjugés. Surtout quand on a abordé, je vous dirais, le thème de la pairaidance. On s'est rendu compte au départ, alors que ça fait vraiment partie des meilleures pratiques, que les pères aidants, c'est cool, mais on n'aimait pas trop ça qu'ils soient dans le réseau. On préférait les garder à l'extérieur, alors que c'est vraiment démontré que d'avoir un père aidant au sein d'une équipe CIM ou même que les équipes CIF puissent avoir accès à de la pairaidance pour leurs usagers, c'est vraiment bénéfique pour le rétablissement d'un de nos usagers qui sont malades à ce moment-là. Donc, mais ça a suscité des échanges assez, pas corsés, mais animés. Animés parce qu'il y avait vraiment des divergences d'opinion et tout. Donc, mais c'était très intéressant. Mise en application de meilleures pratiques. Donc, l'intégration plus accrue de la famille et de l'entourage. Ça a suscité ça aussi par la suite. Donc, puis les travaux continuent toujours à cet effet-là. On met toujours ça de l'avant. Il faut se le rappeler souvent qu'on est une parenthèse dans la vie d'une personne alors que son entourage et sa famille vont être là. Ils étaient là avant puis ils vont être là après. Donc, de les utiliser comme partenaire à part entière, c'est quelque chose qu'on a mis de l'avant suite au projet. Ça a suscité des réflexions, puis comment le mettre plus en pratique. Ça, c'était vraiment bien. Bonification des outils et processus cliniques. Le plan d'intervention est complètement nouveau et complètement changé depuis. On a un plan d'intervention axé rétablissement, donc il est axé sur les forces, mais il parle aussi des enjeux de la personne. Donc, c'est assez complet, mais on part vraiment, en fait, comme je vous ai dit tantôt, la personne, elle est au centre de son plan d'intervention, des services qui sont mis autour de elle ou lui. Et on part de ce sur quoi la personne veut travailler. Donc, ça génère beaucoup plus de participation de la part des usagers. C'est sûr qu'on ne ferme pas les yeux sur les gros enjeux non plus, mais on va les aborder, peut-être pas en premier. On va essayer d'amener la personne à en prendre connaissance, mais si on veut créer un lien privilégié, on part vraiment de ce que la personne veut. Puis ça, c'est reflété dans notre pays maintenant. Et création de liens avec d'autres équipes et intra-équipes, vu qu'on était en fusion. Donc, ça a permis aussi d'échanger entre nous puis de se créer une vision commune de ce qu'on voulait de nos équipes dans notre établissement, puis aussi de créer des liens avec des partenaires, des collègues qui vivent d'autres réalités dans le Québec. Donc, ça, c'était vraiment intéressant. Et comme les conférences téléphoniques pour les échanges, la communauté de pratique, il y en avait pour les intervenants et il y en avait aussi pour les coordos ou spécialistes en activité clinique, mais pour le personnel d'encadrement clinique. Donc, on parlait plus de supervision, on parlait plus des enjeux et tout, un peu moins terrain, plus dans globaux. Et les intervenants pouvaient parler vraiment entre eux de ce qu'ils faisaient avec les usagers sur le terrain. Et puis, voilà, par la suite, ça a été formation, orientation de nouveaux employés. On l'utilise encore tout le temps. Dès que j'ai un nouvel employé, un nouvel intervenant dans l'équipe, excusez, ben, ça fait partie de son cursus d'orientation. La bibliothèque CERIS, ben, à portée de main, fait partie du cursus puis de la boîte à outils d'un nouvel employé. On peut retomber. Il me reste ça. Donc, les recommandations, délai plus long entre les activités d'animation, programmation moins chargée.
promotion et diffusion de la bibliothèque virtuelle à toutes les équipes. En fait, elle pourrait même être mise sur Intranet, ce serait vraiment super. Et mise à jour et bonification de la bibliothèque virtuelle et des outils qui s'y trouvent. Je pense que ça, c'est la clé parce que en fait, c'est important de se tenir à jour, puis que les exemples, comme je vous ai donné tantôt, l'exemple de l'aide sociale, la contrainte sévère versus la contrainte temporaire, bien, si on parle encore d'un montant de 700 cucs versus 900 cucs dans le temps, ou je ne sais plus trop, le 1038, on n'est plus là du tout. Donc, il faut vraiment que ça suive. Donc, ça, ce seraient les recommandations qu'on aurait à faire pour le projet, là, pour la suite des choses. Donc, j'espère que j'ai respecté le temps parce qu'habituellement, je l'explose tout le temps. Parfaitement, Marie-Ève. Merci beaucoup. Merci C'est bon, beaucoup. je vais prendre une gorgée d'eau maintenant. Prends le temps de faire ça, oui. Ça illustre très, très bien. Merci. Puis les retombées justement concrètes dans les équipes, c'est ce qu'on voulait voir aussi en vous invitant là, nos deux gestionnaires. Merci beaucoup. Je vais laisser Catherine continuer avant que Marie-Ève Lévesque, elle parle également de son expérience dans les ressources établissements. Excellent, merci beaucoup. Images et son, tout va bien, Valérie? Oui. Parfait. Donc, avant de passer à la phase 2, on voulait quand même vous amener au constat de la phase 1, mais je vais passer vite parce que Marie-Ève l'a tellement bien dit. Donc, vous avez pu comprendre que malgré les défis, malgré de la résistance au départ, malgré le manque de temps horrible, c'était comme ça à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui, de nos intervenants, de nos superviseurs cliniques dans nos équipes, bien, ça l'a permis quand même de soutenir la supervision clinique dans les équipes, de permettre enfin ce temps où on peut réfléchir ensemble collectivement, d'outiller les intervenants dans leur pratique réflexive, que ce soit l'intervenant d'expérience, le nouveau qui arrive, favoriser les échanges entre les intervenants et les usagers, les membres de l'entourage, les partenaires. On a des équipes qui ensuite ont créé des partenariats avec des organismes communautaires pour les membres de l'entourage, qui ont ouvert la discussion avec ce type de partenaires-là, qui ont utilisé les outils dans leur suivi clinique et privilégier les services de proximité en collaboration étroite avec les communautés soutenant le rétablissement des personnes. Je pense que Marie-Ève vous a donné plusieurs exemples en ce sens. Ce que je voulais peut-être ajouter, que je n'avais pas mentionné dans le modèle à portée de main, et toutes les recommandations de la phase 1, évidemment, ils ont été encore plus considérées dans la phase 2, mais c'est que même à l'époque, à la phase 1, nous avions comme objectif qu'il y ait une variété d'activités offertes à l'intervenant, et l'intervenant, on souhaite qu'il vienne à la conférence d'introduction, on souhaite qu'il participe à la discussion d'équipe autour du vidéo, mais les autres activités, ils sont facultatives. Ce qui fait qu'un intervenant qui fait le minimum, ça correspond à 1 à 2 heures par mois. L'intervenant qui veut tout voir, tout regarder, tout faire et tout, bien là, on parle d'un 3 à 4 heures par mois. Donc, je voulais juste ramener cette perspective-là parce que quand vous voyez l'ensemble des activités, vous pouvez avoir l'impression que peut-être que c'est un investissement de temps qui était énorme. Non, même à l'époque, on s'adaptait au contexte. Donc, de 1 à 4 heures par mois. Donc, ce qui veut dire une demi-heure, 20 minutes à 1 heure par semaine. Donc, il faut, puis vous le connaissez plus que moi, le réseau, là, probablement les gens qui sont là. Donc, il faut vraiment se replacer dans une perspective où notre réseau là, a de la misère à ce qu'on arrête nos intervenants qui puissent réfléchir une demi-heure par semaine. Donc, on était vraiment quand même dans ce contexte-là. On n'était pas des chercheurs complètement déconnectés de la réalité. Et on n'arrivait pas avec des affaires qui étaient réalistes. Fait que je voulais ramener cette idée-là. Et je vais y aller aussi rapidement parce que je pense que Marie-Ève, tu les as dit. Il y a eu beaucoup de changements au niveau des pratiques, à la fois au niveau autogestion, reprise du pouvoir d'agir, toute la posture dont Marie-Ève vous a parlé, d'être davantage dans une posture de rétablissement, l'implication des membres de l'entourage, l'utilisation judicieuse du plan d'intervention et du plan de rétablissement, privilégier les ressources de la communauté, le milieu de vie, aller vers des pratiques qui favorisent davantage le retour en emploi. Donc, au niveau des pratiques cliniques, là, c'est beaucoup les grands constats qu'on a fait de la phase 1. C'est les thèmes qui abordaient ces éléments-là qui ont été les plus appréciés, mais où on a vu vraiment qu'il y avait une différence dans les pratiques. Il y a eu des défis, évidemment, décalage numérique important, importance d'avoir accès à une trousse d'outils pour les intervenants et superviseurs cliniques. Je ne me souviens plus ce que je voulais vous dire à ce niveau-là, importance du temps protégé, le manque de temps, ça fait 20 ans qu'on me dit ça, puis je l'entends bien.
Mais on a une réflexion à faire sur ce temps protégé pour amener une pratique réflexive chez nos intervenants, qui sont des professionnels pensants. Hein? On n'est pas dans un système de santé mentale qui a été construit sur des techniciens qui ne réfléchissent pas. On a des professionnels hautement qualifiés au Québec qui sont pensants, donc si on ne les laisse pas réfléchir, on a peut-être un enjeu ici. Nécessité de mécanismes d'application des connaissances plus intégrés dans les pratiques organisationnelles, donc de valoriser ce type de projet-là. Donc, c'est des éléments de réflexion qu'on avait là, à la fin là, des années 2018 là, du projet de la phase 1. Je termine la phase 1 là-dessus. Comme je l'ai dit tantôt, j'aurais pu vous présenter tellement d'autres résultats. Il y a eu plusieurs publications scientifiques en ce sens-là. Allez les lire. Vous en avez 2 sur 3 là, qui sont présentés ici, qui sont en français. Puis évidemment qu'on est disponible pour vous parler des multiples résultats que nous avons. Je veux rentrer dans notre phase 2. Plus récente, où là, on a travaillé avec 16 ressources d'hébergement dans le CIUS de l'Est et le CIUS de l'Ouest de Montréal, plus de 130 intervenants, superviseurs cliniques, gestionnaires qui ont participé de près ou de loin à la programmation à portée de main, qui s'est échelonnée sur 8 mois, plus courte et que 3 thèmes. Donc, vous voyez que déjà, là, on a tenté de s'adapter encore plus au contexte. Puis là, on comprend qu'avec le contexte aussi post-pandémie, puis là, à ce moment-là, on était encore quand même dans la pandémie. Donc, on essaie vraiment de donner de l'espace et du temps de réflexion pour que les gens puissent participer aux différentes activités. Le même principe, une variété d'activités. Ce qu'on rendait fortement recommandé, la conférence web sur le thème pour ouvrir le thème. La capsule vidéo avec le guide accompagnateur dans la discussion d'équipe et le reste était facultatif. Et ce qu'on a ajouté à la programmation, puis je vois qu'on ne l'a pas indiqué, en phase 2, c'est toutes les formations du Centre d'apprentissage santé-rétablissement qui ferait l'objet d'une autre présentation, mais où ça a été ajouté dans la banque d'outils en phase 2. Un haut niveau de satisfaction des gens qui ont participé à nos 3 thèmes. Vous voyez, là, selon leur participation, soit à la conférence, à la capsule vidéo, la discussion dirigée, on voit là qu'on est dans des satisfactions bonnes à élever pour 75, 70, 86 % de nos gens, donc selon nos différents thèmes. Ça va en fait, je vais me permettre aussi de parler peut-être déjà ici de ce que Marie-Ève a ouvert tantôt sur certaines capsules vidéo, certaines thématiques qui étaient de nature plus grand public. Tandis qu'il y a des capsules vidéo, si vous allez voir sur la bibliothèque, qui sont beaucoup plus spécifiques et cliniques, ou en tout cas plus précises. En fait, le projet à portée de main était aussi dans cette perspective de tester différents types de capsules, différents types de façons de faire pour voir ceux qui étaient les plus appréciés. Donc, il y a aussi ce type de résultats-là qu'on a à travers le projet à portée de main. Et tous nos outils ont été créés dans cette idée de co-construction utile à tous. Donc, l'intervenant cible en fait, le participant cible du projet à portée de main et des outils à portée de main n'était pas le simple intervenant. C'était l'intervenant, le proche, la personne atteinte, le gestionnaire. Et pour nous, la perspective d'apprentissage qu'on avait, c'est que parfois revenir à des connaissances très vulgarisées de base, avec un guide accompagnateur qui nous amène dans des questions très précises et nuancées et qui nous choquent un petit peu dans nos façons de faire, bien, c'est comme ça qu'on réfléchit et qu'on apprend. Donc, il ne faut pas toujours des grandes connaissances scientifiques pour être brusqués et nous amener à réfléchir à nos pratiques. Donc, effectivement, il y avait des outils qui ont semblé plus utiles par les intervenants parce qu'ils se sentaient il y avait plus de connaissances, puis on est formé, des professionnels de la santé, on est formé, puis il y a de la connaissance, puis on aime ça. Mais ce projet-là venait changer les perspectives en disant, ce n'est pas juste une question de connaissance, c'est une question de réflexion. Et des fois, de revenir à nos concepts de base, c'est aussi bien. Ce qui fait que vous allez voir, si vous allez voir les différentes capsules, il y en a qui sont très vulgarisées, d'autres beaucoup plus spécifiques, et c'est le guide accompagnateur qui fait toute la différence. Et voilà, fait que je voulais ramener cette idée du modèle. Beaucoup de stock sur cette diapo. Je vais vous amener à la première pointe de tarte en haut sur tout notre premier volet rétablissement boîte d'outils. Vous voyez, quand on a posé la question aux gens, est-ce que ça a permis d'élargir vos connaissances? Vous avez en bleu, oui, j'en ai appris beaucoup.
prendre quelques pourcents. Un autre tiers, oui, j'en ai appris, mais j'en ai appris peu. Et vous voyez en jaune, non, mais ça m'a permis de valider, de compléter mes connaissances que j'avais déjà. Et vous avez le module Apprendre l'approche par les forces qui nous donne des résultats similaires. Malgré qu'ici, souvent, les gens nous ont dit au tiers, oui, j'en ai appris beaucoup, et que les autres ont dit, bien, j'en ai appris, mais peu, ou c'est plus, j'en ai pas tant appris, mais c'est venu valider mes informations. Malgré que les gens nous ont dit ça, et on n'était pas surpris de ça, hein, parce que je vous le rappelle, le projet d'apprentissage, c'était pas je vous gobe, je vous envoie de l'information nouvelle, puis je vous en envoie. C'est pas ça le projet à portée de main. Le projet à portée de main, c'est intégrons les connaissances que nous savons peut-être déjà, mais qu'on n'a pas intégrées et qu'on n'a pas amené à changer notre pratique en lien avec ces connaissances-là. C'est ça l'enjeu. Ce n'est pas qu'on n'a pas accès aux connaissances, c'est qu'on ne les intègre pas dans notre pratique réflexive puis dans notre pratique clinique. Et donc, quand on pose une autre question aux gens, est-ce que ça m'a permis de réfléchir à ma pratique et à mes choix? Bien là, vous voyez que 78,9 ont dit oui. M'a permis de voir ma pratique sous un nouveau éclairage, 52 m'a permis de mieux justifier l'importance de ma pratique, 42 Donc, nous, c'était ça notre cible. Donc, ça, vous avez les résultats ici pour rétablissement, approche par les forces, vous les avez. Et regardez la comparaison avec la phase 1, où on était aussi dans cette idée d'utilisation réflexive à 72, l'utilisation conceptuelle, c'est voir ma pratique sous un autre éclairage, donc il était beaucoup plus bas. La phase 2, il semble qu'on s'est amélioré là-dessus. Et au niveau de l'utilisation stratégique, ça se ressemble. Fait que je voulais vous amener cette réflexion-là, que des fois, ce n'est pas seulement à travers l'acquisition de nouvelles connaissances qu'on apprend et qu'on change nos pratiques, c'est à travers l'intégration de ces connaissances-là. Rapidement, avant de donner la parole à l'autre Marie-Ève Lévesque, dans la phase 2, 50 des participants mentionnent que ces nouvelles connaissances les ont amenés à mieux structurer leurs interventions et à faire des choix plus éclairés. Plus de 50 des participants mentionnent que leur participation au projet a influencé certaines de leurs décisions. Entre autres, mettre l'accent sur les forces et les ressources et non les difficultés à 72,7 des pratiques aidant la personne à faire ses propres choix et établir ses priorités à 63,6 et d'aller vers ce paradigme et ces façons de soutenir le rétablissement plutôt que dans les approches plus de réadaptation, donc à 59,1 et 44,8 des participants mentionnent que le projet a eu des effets sur la qualité des services. Comment? Redonne un sens et une motivation aux personnes, répond davantage aux besoins de la clientèle et soutient davantage le rétablissement. Donc, voilà, encore une fois, tantôt, je vous présenterai, je crois, je ne sais plus si je les ai mis, là, les articles scientifiques qu'on a publiés pour la phase 2, mais bref, on aurait pu vous présenter beaucoup d'autres résultats, mais on a fait le choix d'attirer votre attention sur l'impact évident de ce type d'approche, mais qui change notre façon de penser dans la formation et la formation continue des intervenants. Marie-Ève, je te laisse la parole. Tu seras probablement beaucoup mieux placée que moi pour dire comment ce projet-là a eu des impacts et quels enjeux les gens ont vécu. Donc, je arrête mon partage. Parfait, merci. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Marie-Ève Lévesque, je suis chef de service des ressources établissements. En fait, des ressources transitoires, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu plus tard c'est quoi. En fait, nous, on a participé seulement à la phase 2, comme vous avez pu le voir dans les précédentes présentations. Une petite mise en contexte des ressources établissements. Nous, on est des ressources des milieux de vie, en fait, des ressources d'hébergement qui sont externes dans la communauté, qui sont affiliés à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, faisant partie du CIUS de l'Est, de l'île de Montréal. Donc, on a 13 ressources établissements pour l'Institut. On a bientôt 14. En fait, les mandats principaux, c'est vraiment la réadaptation intensive, l'évaluation aussi,
dans le contexte en fait, les 13 ressources d'hébergement, il y a plusieurs mandats différents. On a 3 ressources de gérontopsychiatrie, on a 7 ressources qui sont foyers de groupe, dont 2 appartements supervisés. On a aussi les 4 ressources transitoires qui sont sous ma charge. Donc, les ressources transitoires ont un mandat d'évaluation, orientation et de désengorgement des différents hôpitaux. Donc, on a des usagers qui sont hébergés pour environ des séjours de 5 mois à 4-5 ans maximum. Les autres foyers RE, les ressources d'établissement, sont un peu plus moyen terme. Donc, nous, les usagers quittent plus rapidement, mais sont quand même là sont hébergés quand même pour un petit bout. Et notre clientèle est toujours adulte, avec des troubles de santé mentale graves et persistants, de la comorbidité, des troubles concomitants, nécessitant un haut niveau de soins et services. Dans tout ce qui est hébergement au niveau régional, on est vraiment le plus haut niveau de service offert. Donc, c'est des services 24/7. Le personnel est spécialisé. Par contre, il est technicien. Donc, on a des éducateurs spécialisés en majeure partie. Nos responsables sont éducateurs aussi. On a du personnel infirmier. Et dans le fond, c'est plus le personnel clinique, là, les spécialistes en activité clinique qui ont des formations travailleurs sociaux ou des baccalauréats, mais la majorité de notre personnel est technicien. On a aussi des A3S, donc l'équivalent en fait d'un préposé aux bénéficiaires, mais pour l'externe, qui sont souvent dans les CLSC aussi pour les soins à domicile. Donc, on a ce personnel-là dans nos ressources. Mais les A3S n'ont pas été inclus là, dans le projet à portée de main. Donc, ça, je l'ai nommé, qu'on avait un mandat de réadaptation intensive pour le but, en fait, des gens qui sont dans nos ressources, c'est qu'on travaille vraiment l'autonomie, le rétablissement, la réadaptation pour éventuellement diminuer les besoins de services au niveau de l'hébergement. Donc, la mise en contexte, nous, c'est la direction du programme Santé mentale, dépendance, itinérance qui a fortement encouragé la participation là, du personnel de nos ressources établissements. Il y a eu vraiment une grosse campagne de publicité par rapport à ce projet-là. Dans le fond, le personnel qui a été ciblé, comme je le nommais tantôt, c'est vraiment les éducateurs puis le personnel infirmier. Donc, il y a eu le premier volet, comme il a été nommé précédemment, là, qui était le rétablissement qui était en automne 2022 et le deuxième volet qui était en hiver 2023. Donc, je voulais mettre un petit peu l'accent sur on se retrouve en pleine pandémie là, à ces moments-là, donc ça va teinter le reste des diapos. Ce qui a été des réactions initiales au projet, ce qui était plutôt dans les difficultés, là, les gens comprenaient mal, avaient de la difficulté à comprendre c'était quoi le projet, les objectifs. Les gens vont vite en hébergement, on a tout le quotidien à gérer. Le personnel est manquant, pandémie, bon, vous pouvez vous imaginer là, les éclosions dans les milieux. Donc, les gens aussi étaient un peu, comprenaient pas trop le mode d'apprentissage qui était par la co-construction. C'est pas quelque chose qui était familier. Donc, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, certains de l'indifférence, comme n'importe quel projet nouveau. Mais au fil du temps, les gens ont on a vu aussi des réactions très positives, des gens qui au début étaient moins certains, qui ont vraiment finalement embarqué, mais on a vu beaucoup de curiosité, on a vu de l'intérêt pour les sujets. Ça a été vraiment très, très apprécié. C'était des sujets qui étaient selon moi très bien ciblés. Les deux, là, mais on a vu vraiment un engouement fort pour l'approche par les forces. Peut-être aussi parce qu'on était dans une deuxième phase, donc les gens savaient un peu quel mode d'apprentissage allait être fait, un peu des retombées, donc ils étaient très, très emballés par la deuxième phase, le deuxième sujet. Donc, puis aussi un emballement par rapport à une nouvelle forme d'apprentissage, Dr. Briand l'a nommé, c'est vraiment le mode qui apparemment est le plus efficace, mais étonnamment, c'est quand même assez nouveau. On est plus habitué d'être spectateur que participant, acteur. Donc, les gens étaient quand même assez intéressés. Puis étonnamment, pour avoir animé les discussions à cette époque-là, les gens ont beaucoup apprécié ce mode d'apprentissage-là.
Donc, évidemment, dans le contexte de l'hébergement, bien, il y a tout le quotidien qui est à gérer aussi par nos intervenants planchers, qui, je rappelle, étaient quand même en nombre limité, plein de gens qui ont la COVID, on a des éclosions, on a la moitié de nos intervenants, de façon générale, on était souvent en -1 ou -2 de personnel. C'est des petits milieux, donc parfois on avait la moitié moins de notre personnel sur place. Donc, la libération de nos intervenants pour participer au panel, aux rencontres animées par le CNRS qui était en fait, mon Dieu, en mode instantané, là, si je ne me trompe pas, là, il y avait un enregistrement qui pouvait être écouté par la suite, là, mais libérer les gens pour vraiment participer de façon active à cette discussion-là des rencontres animées par le CERIS, ça a été très difficile, mais quand même, il y avait parfois un faible niveau de participation à ces rencontres-là, mais dans les milieux, les rencontres, les intervenants étaient très, très impliqués puis participaient beaucoup plus concrètement là, au projet des activités. Donc, il y a aussi il y avait ensuite les ateliers virtuels qui étaient pour guider les animateurs. Donc, nous, dans nos cas, c'était en majorité les spécialistes en activité clinique des 13 ressources. En fait, pour les 13 ressources, on a 3 spécialistes en activité clinique. Il y a le service d'une de mes collègues qui, elle, chapeaute 7 ressources RE. Pour ma part, c'était 4. Donc, nos SAC ont dû faire parfois appel à nos responsables de ressources là, pour les aider dans l'animation des activités parce que c'était beaucoup de groupes à animer. On animait dans une activité par ressource. Donc, parfois, il a fallu aller chercher de l'aide de nos responsables. Et ensuite, il y avait l'animation des activités de co-construction dans les milieux. Nous, on avait fait le choix d'animer ça dans les réunions d'équipe. C'était plus facile. Les gens de soir, de jour, de nuit étaient habitués de se présenter dans une plage horaire qui était déjà connue. Donc, ça a été facilitant. Au niveau des enjeux, bien évidemment, la COVID a été un de nos principaux enjeux là, pour toutes les raisons que les gens que j'ai nommées plus tôt. L'enjeu de temps, c'est sûr que quand on regarde globalement, parfois 30 minutes, 1 heure, c'est effectivement par mois, c'est pas énorme, sauf que c'était tout le volet quotidien des RE. C'était complexe, les urgences à gérer. Il faut toujours qu'il y ait des gens sur le plancher, la vaisselle doit être vidée. Donc, on a comme plein de trucs qui sont du quotidien qui a été difficile pour nos gens. Les gens étaient fatigués. Donc, c'est sûr que c'était parfois un effort, en fait, d'organisation, mais quand il y avait une participation, c'était vraiment une belle participation, puis les gens nommaient par la suite que ça leur avait fait du bien. Bon, la pénurie de personnel, je l'ai nommé, les responsabilités quotidiennes aussi, puis les situations de crise et d'urgence. Donc, voilà, on a une clientèle avec une symptomatologie assez sévère. Donc, évidemment, puis on travaille avec l'humain au quotidien, donc ça avait son lot d'imprévus. Au niveau des retombées, pour ma part, j'avais été animatrice parce qu'à l'époque, j'étais spécialiste en activité clinique, donc j'animais pour les transitoires les activités. Maintenant, je suis chef, mais j'ai vu autant sur le plancher, je l'ai plus vu encore à l'époque, mais je le vois encore aujourd'hui, les retombées au niveau du développement d'un langage commun. On voit que les gens utilisent les bons termes au bon moment, ce qui était, en fait, ce qui a été souvent nommé, c'est que les gens, par exemple, là, par rapport au rétablissement, les gens avaient des pratiques qui favorisaient le rétablissement, mais ne l'avaient pas conscientisé. En fait, n'en prenaient pas conscience parfois. Donc, c'était moins réfléchi, c'était moins une pratique réflexive. Donc, ça a pu permettre cette augmentation-là, en fait, du langage commun, de l'augmentation des connaissances, mais aussi du développement de la pensée critique, là, des soins et services par rapport à tout ça. Donc, au thème qui était abordé, excusez-moi. Au niveau, il y a eu une belle amélioration, selon moi, en termes de meilleures pratiques. Donc, les gens
utilisait ce qu'il avait appris concrètement. On voyait effectivement que c'était efficace, la co-construction, les gens en étant acteurs. Pendant les discussions, ben, il y avait clairement des retombées là, précises, concrètes, excusez-moi. Les plans d'intervention ont été faits davantage en collaboration avec l'usager. Ça a été une grosse, grosse différence. On avait vraiment tendance à faire, on voyait l'éducateur faire le plan d'intervention seul en arrière de son ordinateur, puis on a vraiment vu une différence par la suite de pratique par rapport à ça, aller chercher l'usager, voir c'est quoi son projet de vie, de l'impliquer là-dedans. Puis il y a un discours plus positif face aux usagers aussi. Donc, les gens parfois avaient tendance à regarder plus ce qui était à travailler. Puis on a vu après les activités, les 2 phases, que les gens, notre personnel avait un discours plus positif face à la clientèle. Donc, met de l'avant plutôt les forces, les améliorations plutôt que ce qui est à travailler puis ce qui est plus difficile. Donc, c'était positif. Au niveau des recommandations, ben, c'est sûr que la phase 2, c'était beaucoup amélioré, adapté, en fait, pas amélioré, mais c'est plutôt adapté à notre réalité en hébergement. Puis les délais étaient plus longs entre les activités d'animation, ce qui a favorisé, en fait, ce qui a favorisé, je pense, une réaction plus positive des animateurs, parce que j'avais l'impression que c'était une surcharge avant, mais la deuxième phase a été plus facile là, pour les animateurs. Nous, ce qu'on avait soulevé, c'est que, étant donné qu'on a des A3S, des gens dans la pénurie de personnel, entre autres comme éducateurs, on a beaucoup d'A3S dans nos milieux qui ont une formation parfois, en fait, qui est moins poussée que nos éducateurs. Donc, on considérait que ça aurait été bien que tous les types d'emplois qui interviennent auprès de la clientèle, de près ou de loin, puissent avoir accès à ces discussions-là, puis à ces groupes-là. Ça créerait aussi des groupes de discussion plus diversifiés. On avait nommé aussi ce qui avait été nommé parfois que ça pourrait être aidant d'avoir quelqu'un, soit du CERIS ou quelqu'un qui est vraiment plus un expert pour permettre d'aller plus loin dans les discussions. Sinon, aussi une implication des usagers, puis un contenu personnalisé. Marie-Ève Dargy l'avait nommé. Nous, notre clientèle est c'est ça, très avec une symptomatologie assez importante. Donc, c'est sûr qu'en milieu d'hébergement, le niveau d'autonomie aussi est assez limité, ou en tout cas, du moins, est assez à travailler. Donc, c'est ça, ça avait été nommé là, que des fois, nos intervenants avaient de la difficulté à se sentir concernés, en fait, par ce qui était présenté, considérer qu'on n'avait pas exactement la même réalité, mais ça a quand même pu être utilisé là, à plein de moments quand même. Donc, voilà, ça fait le tour de ma présentation. Merci. Merci, Marie-Ève. Pendant que Catherine va revenir à nous, j'ajouterais, moi, j'ai eu la chance d'être la PPR là, qui a accompagné les milieux, là, les ressources de l'Est. Il y avait une APPR aussi pour les ressources de l'Ouest pour accompagner le projet. Et une des grandes forces, justement, tu l'as nommé, Marie-Ève, ça a été aussi la capacité de discuter du projet avec les gestionnaires, avec les chefs d'équipe, les responsables d'unité de vie pour entendre là, comment ça a été reçu pour améliorer l'implantation en cours de route au fur et à mesure. Donc, ça a été une des grandes forces là, entre la phase 1 et la phase 2. Puis, quand il y aura une phase 3, la même chose. C'est toujours, le projet, il n'est pas imposé tel qu'il est, il est co-construit et il est ajusté en fonction de vos besoins, de vos réalités. Donc, et on répéterait le projet dans un troisième service différent. La même chose
devrait s'adapter à cette réalité-là. Donc, c'est l'importance de le travailler aussi avec la direction, hein, dans le fond, à tous les niveaux. Et j'ajoute, dans le fond, ce projet-là aussi, les 2 projets qui ont été mis en place, c'était ce qu'on appelait des projets structurants, donc à la base, étaient aussi soutenus, puis il y avait une volonté de la direction d'implanter les projets et l'approche de rétablissement, donc de manière plus structurée, grâce à justement le projet de recherche de Catherine. Donc, ce qui fait que dans le fond, une des grandes forces d'un projet comme celui-là, c'est que ça permet d'intégrer les pratiques au sein même de toute une équipe et non pas de remettre la responsabilité du développement, de la formation continue sur les épaules d'un intervenant, de chaque intervenant qui vont y aller chacun de leur côté. Donc, il y a vraiment une meilleure intégration qui va favoriser les résultats que vous avez présentés, Marie-Ève Dargy et toi. Bien, merci beaucoup, Catherine. Je te laisse terminer. Oui, merci Valérie. Puis c'est important ce que tu viens de dire. Les 2 subventions qu'on a eues de MedTech pour et phase 1 et phase 2, c'est des subventions qui ne sont pas des subventions de recherche classiques, c'est-à-dire où moi, je suis le seul leader et que c'est une vision chercheur. C'était la première, la phase 1, c'était une subvention co-gouvernée avec le Centre national d'excellence en santé mentale qui n'existe plus, mais il y avait cette volonté que moi, comme chercheur, c'est pas moi qui anime, c'est de soutenir des gens qui sont à l'intérieur du réseau de la santé à animer et à ces activités-là et s'approprier ces outils-là. Et la phase 2, j'étais en co-gouvernance avec le CIUS de l'Est, ce qui fait que c'était la même idée, c'est-à-dire que ce soit les acteurs qui sont déjà des employés à l'intérieur des organisations qui s'approprient ces outils, les mécanismes d'animation, et nous, on les soutient dans ça. Donc, dans les 2 cas, ça a toujours été cette philosophie que ce n'est pas un projet qui est projeté d'en haut vers le bas par les chercheurs. Pour les gens qui me connaissent, ils savent que je ne travaille pas comme ça, mais vraiment un projet qui est co-construit avec les milieux dans leurs besoins, puis qui amène un accompagnement à ce niveau-là. Fait que merci Valérie d'avoir ramené ça. Je nous ramène au diaporama, en fait, pour la conclusion, parce qu'après, je veux vous entendre. Donc, les grands constats, là, depuis 15 ans qu'on est dans le grand projet à portée de main, bien, ça a confirmé la pertinence de mettre en place des mécanismes de soutien et d'échange des connaissances et qui mettent à profit les technopédagogies pour favoriser dans notre réseau de la santé, dans notre réseau de la santé mentale, auprès de nos équipes, auprès de nos gestionnaires, une réelle appropriation des données probantes et cette idée de soutenir l'amélioration continue des pratiques. Pour moi, là, dans toute cette expérience-là, c'est vraiment un constat important, c'est qu'on a besoin de ces mécanismes de soutien et d'échange. Et que ce type de projet répond à un besoin d'accompagnement des équipes, mais aussi ce que j'appelle les superviseurs cliniques, mais tous les gens dans notre réseau qui ont ce rôle de supervision clinique et de mettre à leur disposition des outils. Vous le savez, hein, le temps est rare. Si l'intervenant qui est à la fois un gestionnaire, à la fois un intervenant qui a aussi la tâche de supervision clinique, puis là, il doit développer des outils pour faire réfléchir son équipe, c'est beaucoup trop lourd. Là. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu depuis 20-25 ans, à part des exceptionnels, peut-être, superviseurs cliniques qui décident de leur temps personnel de développer leurs propres outils. Mais ça, il faut mettre à disposition des outils qui soutiennent la pratique réflexive, la formation continue et qui outillent et qui dotent d'un modèle d'outils concrets nos équipes et nos superviseurs cliniques. Et qui soutient aussi l'échange avec les personnes en rétablissement et les membres de l'entourage. Au tout début de ce projet-là, nous, le souhait que nous avions dans notre idéalisme il y a 15 ans, c'était que les personnes en rétablissement et les membres de l'entourage puissent faire partie de la discussion. Vous comprendrez que ça n'a pas été le cas. Par contre, les intervenants et les gestionnaires ont utilisé ces outils-là pour échanger par la suite avec les personnes, les entourages et même avec des intervenants de d'autres équipes ou intervenants d'organismes communautaires. Donc, pour ce bout-là, ça a été un succès. Pour que tout citoyen désirant approfondir ses connaissances en matière de santé mentale puisse le faire, mais aussi pour lutter contre la stigmatisation et les préjugés. Je pense que c'est Marie-Ève Dargy qui l'avait dit, des fois, ça a brusqué nos conceptions, ça a fait travailler en nous nos préjugés implicites, ça nous a amené à voir qu'on avait des perceptions différentes. Bien, ce projet-là sert à ça et l'amélioration des pratiques dans notre réseau va passer par ça. Ce n'est pas juste par l'acquisition de connaissances, je pense que vous l'avez compris, mon message,
mais c'est par la discussion entre nous, l'échange, la réflexion, se rendre compte qu'on a des préjugés, même si on ne voudrait pas en avoir. C'est ça qui fait qu'on s'améliore comme individu, qu'on s'améliore comme intervenant, puis qu'on s'améliore comme équipe et comme système. Perspective d'avenir. Évidemment, vous comprendrez qu'on est à l'étape de dire comment on peut encore plus rendre accessibles ces outils-là et bonifier, se coller à la réalité actuelle. Donc, depuis 2 ans, on est à travailler avec le CIUS de l'Est à la création d'une application mobile prototype qui permettrait cette utilisation facilitée des outils et des ressources de la bibliothèque virtuelle. Notre idée, c'est que cette application mobile puisse permettre à des intervenants de façon autodidacte de venir circuler à l'intérieur des outils et de faire reconnaître par une attestation de formation continue d'avoir participé à un module de pratique réflexive. On a terminé l'atelier de design thinking avec des représentants de personnes en rétablissement, de gestionnaires, d'intervenants. Et là, on est en train de développer avec la compagnie Sidekick, on est en co-développement avec eux pour arriver là, à la fin de l'été à un prototype cliquable. Et on voudrait bien, là, cet automne, l'automne prochain, de pouvoir aller tester ce prototype auprès de publics cibles pour voir si on pourrait aller de l'avant, aller plus loin, en fait, dans le développement d'une application mobile qui pourrait s'inscrire dans la stratégie numérique qui est actuellement en train d'être coordonnée là, par le CIUS de l'Est de Montréal. Je vous laisse là-dessus. Peut-être une chose, vous avez compris à travers toute l'expérience, les retombées importantes de ce type de façon différente de faire, mais le défi que nous avons de rendre périn ce type d'initiative-là, de le rendre périn à l'intérieur du réseau, mais aussi de le rendre périn pour qu'on puisse développer des nouveaux outils et qu'on puisse mettre à jour les outils existants. Donc, c'est là-dessus aussi les défis là, sur lesquels on travaille actuellement. Donc, je souhaite évidemment remercier tous les partenaires et les personnes qui ont rendu possible cette présentation. Sarah Montminy qui a travaillé beaucoup avec moi et avec Marie-Ève Dargy, Marie-Ève Lévesque et Valérie pour la présentation panéliste d'aujourd'hui. Et j'aurais le goût de dire toutes les équipes, tous les intervenants et toutes les personnes qui ont contribué à ce grand projet à portée de main depuis 15 ans. Je vous ai mis dans la diaporama les coordonnées de moi, de Valérie Coulombe, ainsi que de Marie-Ève Dargy et de Marie-Ève Lévesque. Donc, si vous avez besoin de nous contacter. Donc, voilà. Merci beaucoup, Catherine. Ça fait le tour de ce qu'on voulait vous présenter pour mettre la table. Merci à tous, je vois les réactions. Je vais lire justement là, une réaction de Lynn Larrivée. Wow, super beau projet de co-construction en impliquant tous les acteurs, membres de l'entourage, savoir expérientiel, intervenants qui ont été impliqués. Bravo à tous. J'ai quelques questions. D'ailleurs, il y en a une de Martin Pelletier qui dit, bon, n'est-ce pas un défi de taille d'introduire la direction dans le projet et changer les façons de faire auprès des intervenants? Oui, ça peut se faire, mais auprès de la direction, qui l'approche pour changer? C'est ça ce que je mentionnais tout à l'heure en disant que c'est un projet structurant, c'est que dès le départ, la direction là, des programmes santé mentale, dépendance et itinérance souhaitait là, mettre en valeur et faire en sorte que les approches axées sur le rétablissement deviennent partie prenante là, de la qualité des services qu'on offre à l'Institut. Donc, ça faisait partie, dans le fond, des grandes orientations que la direction s'est donnée. Alors, le projet venait tout à fait appuyer cette volonté-là de renforcer les approches à travers l'ensemble de nos services. Mais oui, la force d'un tel projet, c'est vraiment quand c'est soutenu par les gestionnaires, ça permet vraiment aux intervenants d'embarquer, malgré, comme Marie-Ève et Marie-Ève le mentionnaient, les réticences de départ, les contraintes qu'elles ont très bien identifiées, puis c'est vos réalités, vous allez vous y être reconnus aussi. Mais comme Marie-Ève Lévesque disait, je crois, c'est oui, malgré les réticences, une fois que les personnes ont pris le temps de le faire, ils ont vu la plus-value, les bienfaits et les retombées concrètes dans leur pratique. Donc, mais c'est sûr que le grand ingrédient clé, c'est le soutien de la direction dans tout ça. J'ai quelques questions ici. Est-ce que les outils vidéo guides accompagnateurs sont axés davantage sur l'intervention individuelle ou de groupe? Je laisserai l'une de vous trois répondre à cette question brièvement.
Oui, puis en même temps, je vais répondre à une autre question que je vois qui a été mise dans la zone de discussion plutôt que dans la zone questions-réponses. D'abord, les outils sont disponibles en libre accès, donc via ciresweb.com, vous y avez tous accès et vous pouvez tous télécharger le vidéo et le guide accompagnateur et animer vos discussions d'équipe. Donc, c'est vraiment disponible. Et est-ce que c'est plus pour l'intervention individuelle ou de groupe? Je pense qu'en fait, ça peut être utile à tout ça. C'est-à-dire que le guide accompagnateur, il y a énormément de questions qui nous amènent à réfléchir et puis ils peuvent parfaitement être orientés sur une réflexion plus générale sur nos pratiques de rétablissement, mais dans certaines thématiques sur une réflexion plus concrète et spécifique à une intervention individuelle et peut-être même amener des réflexions sur vos interventions de groupe. Donc, moi, j'ai l'impression, en tout cas, que ça peut servir à différents lieux, mais je ne sais pas... une des Marie-Ève, si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça. Je suis d'accord, parce qu'on pouvait l'utiliser vraiment en groupe entre nous, puis tu pouvais après ça l'utiliser en individuel aussi. Ça n'a pas d'incidence, que ce soit en individuel ou de groupe. Merci. Je suis d'accord aussi. Merci beaucoup à vous trois. J'ai une autre question intéressante de Marcel Landry. Quelle a été la rétroaction des usagers qui ont bénéficié de ces interventions dans le cadre de la recherche? Est-ce que vous avez pu documenter des données? En fait, et dans la phase 1, on a fait quelques entrevues avec les personnes en rétablissement et les proches, mais pas dans la phase 2. Le volet recherche ne concernait pas tant l'impact sur les personnes et les proches, davantage l'impact sur les services, les systèmes, les intervenants, les gestionnaires. Par contre, on avait quand même fait quelques entrevues et les gens étaient, ça les amène vraiment à réfléchir. D'abord, connaître c'est quoi le concept de rétablissement, mieux accompagner leurs proches ou mieux être dans une autogestion de son propre rétablissement. Et je vous dirais que les outils de la bibliothèque virtuelle sont aussi utilisés beaucoup par les pères aidants au Québec, sont beaucoup utilisés dans les activités du Centre d'apprentissage santé rétablissement, sont utilisés par plein d'utilisateurs qui les utilisent de façon autodidacte et qui sont des personnes et qui des fois m'écrivent. Et souvent, dans les commentaires, c'est beaucoup les proches, c'est comment ça les amène à réfléchir, à mieux défendre leurs droits ou en tout cas de poser des questions davantage à l'équipe traitante pour dire, est-ce que vous suivez le rétablissement? Pourquoi vous n'avez pas un plan de rétablissement? Donc, de venir un petit peu challenger peut-être nos équipes dans un discours rétablissement. Puis les personnes atteintes ou les personnes en processus de rétablissement, ça les amène aussi à mieux, je crois, demander accès à des services ou de se placer eux-mêmes dans une posture de rétablissement. Parce qu'on a un chemin à faire comme intervenant, comme gestionnaire, comme chercheur, comme citoyen, d'adopter cette posture de rétablissement où on redonne le pouvoir d'agir aux personnes, mais la personne en rétablissement qui a été dans un système qui l'a pris en charge toute sa vie, elle aussi doit changer sa posture et reprendre un certain pouvoir et être dans une autre façon de voir son propre rétablissement. Donc, tout le monde a un cheminement à faire dans ce changement de paradigme-là. Merci, Catherine. Une dernière question des participants qui est affichée. Quelles sont les actions envisagées pour soutenir l'intégration des membres de l'entourage aux pratiques axées sur le rétablissement? Tu viens peut-être de mentionner des éléments, mais peut-être pour voir quelles sont les actions, les bonnes pratiques pour favoriser leur implication. J'aurais le goût d'offrir à mes collègues peut-être de répondre avec des exemples concrets parce que j'ai l'impression que ça a changé des choses dans vos équipes. Effectivement, en fait, c'est de les intégrer dans l'élaboration du plan d'intervention. Souvent, c'est qu'on pense que c'est l'intervenant qui doit tout faire avec la personne, alors qu'il y a plein de choses, plein d'enseignements, plein de trucs qui peuvent être enseignés ou donnés par la famille. Souvent, pour des accompagnements, des rendez-vous, pour apprendre à cuisiner. Souvent, on veut qu'ils développent leur autonomie, mais ils habitent avec papa, maman. Maman m'ont dit comment faire son lavage. C'est pas à nous nécessairement à se déplacer. C'est de susciter la participation. Puis, en fait, c'est d'amener la famille à adopter ou à adhérer au rétablissement, puis à l'autodétermination de la personne. Donc,
ça fonctionne. C'est sûr que des fois, on a des embûches, mais il faut trouver une façon d'aller aussi avec les forces des membres de l'entourage, OK, pour les susciter au bon moment et dans le bon contexte. Donc, c'est d'être vraiment plus allumé là-dessus, puis de les considérer comme des alliés. J'espère ça. Oui, puis pour bonifier, pour notre part, ça a vraiment été un travail en équipe de se rappeler la disponibilité de l'entourage. Ce n'est pas dans nos réflexes. Nous, notre client, c'est l'usager qui est hébergé, l'équipe traitante, les professionnels autour, mais on oublie souvent l'entourage, puis c'est des acteurs précieux. Puis nous, en équipe, souvent, est-ce que tu as pensé à appeler la mère? Peut-être que la sœur, à ce moment-là, voudrait participer à cette rencontre-là, le frère, etc. Donc, même l'ami, ce qui était comme loin dans nos pratiques là, en hébergement. Donc, c'est vraiment en équipe, on fait l'effort de se le rappeler, puis ça nous a conscientisés là, à plusieurs niveaux. Merci Marie-Ève, merci Catherine. Moi, j'irais avec une question générale, puis ça couvre un petit peu ce que les gens ont mis sur le fil un peu. C'est que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui seraient intéressées là, à bénéficier de cet accompagnement-là, du projet, recevoir le projet dans leur service. On sait que c'est quand même, bon, c'est peut-être pas possible, Catherine, pour toi là, d'offrir ce genre d'encadrement-là dans toutes les régions. Mais si, admettons, pour n'importe quelle équipe qui souhaiterait utiliser la bibliothèque, implanter un projet de type à portée de main, mais plus autoportant, porté par leurs propres équipes. Quelles seraient les recommandations selon vos expériences? Qu'est-ce que vous pourriez recommander aux équipes si vous n'aviez pas reçu tout ce soutien-là? Maintenant, si vous aviez envie de continuer à utiliser les outils et le modèle à portée de main, qu'est-ce que vous pourriez suggérer à ces équipes-là pour qu'ils puissent intégrer eux-mêmes les approches axées sur leur établissement? Je vous laisse commencer, Marie-Ève, et je continue. Marie-Ève Dargy, peut-être? Oh my God, je savais que ça s'en venait. Peut-être commencer par des stages d'observation dans des milieux où ça existe déjà, où c'est déjà implanté pour s'en imprégner un petit peu plus. Peut-être que ça pourrait être ça, d'aller chercher de la formation aussi avant d'implanter le projet, d'aller zioter la bibliothèque déjà existante. Ça, ce serait vraiment... Parce que, dans le fond, le projet, il est déjà là. Il y a des conférences, il y a des panélistes, toutes les conférences sont déjà là. Fait que la bibliothèque, elle est extrêmement riche et elle est à portée de tous, à portée de main de tous. C'est gratuit, tu vas sur le site CERIS à portée de main, tous les thèmes sont là. Peut-être d'utiliser le temps de réflexion à l'intérieur de vos réunions d'équipe, que ce ne soit pas du temps dégagé davantage. Ça passe mieux des fois au niveau de certaines directions ou même au niveau de certains des intervenants pour pas que ce soit une surcharge. Donc, ce serait d'organiser les réflexions puis le temps à l'intérieur même du temps alloué en équipe. C'est cela. Merci. Rien à ajouter. Ben, je peux peut-être aller dans la même lignée que Marie-Ève Dargy, de vraiment aller sur la bibliothèque virtuelle, identifier le thème qui vous semble le plus proche de votre réalité sur lequel vous souhaitez réfléchir, ou faire réfléchir votre équipe, ou faire réfléchir un de vos clients ou des proches d'un de vos clients, et écoutez la vidéo. Écoutez la vidéo, prenez le guide accompagnateur. Vous allez voir, il y a plusieurs questions dans le guide accompagnateur. L'idée, ce n'est pas de les prendre toutes, c'est de dire « Ah, cette question-là me parle, qu'est-ce que ça me dit? » Et juste faire ça de façon autodidacte en premier. Après, ben, ça va être facile pour vous d'utiliser les mêmes outils, soit avec votre équipe, avec un client, avec les proches, et vous allez être fasciné de voir comment ça va soulever la discussion. Et ce qui est l'apprentissage, c'est la discussion, c'est la réflexion.
Et ensuite, ben là, vous allez avoir de l'intérêt, c'est sûr, soit vous-même, soit les membres de votre équipe, soit la clientèle, soit le proche, d'en savoir davantage. Et là, vous avez le carton de mémoire, vous avez toute la bibliothèque virtuelle où il y a les définitions, le résumé de la littérature et là, tout plein de ressources. Donc, si vous avez des intervenants ou des proches ou des personnes qui veulent lire plus, ben là, vous leur donnez le lien vers la bibliothèque virtuelle, puis là, ils peuvent passer des heures et des heures. Oui, merci Catherine. Puis en complément, je vois Sabrina qui a ajouté de notre côté pour l'intégration des pratiques, je suggérerais aux intervenants qui ont le mandat d'offrir la formation croisée à leurs collègues de choisir un thème et de diffuser les informations répertoriées dans le cadre de leur réunion clinique. Donc, c'est une excellente façon de faire. Utiliser les interfaces déjà existantes pour aller chercher les outils de la bibliothèque et animer vos rencontres en conséquence autour du sujet proposé. Puis, on a mentionné beaucoup là, les cartons aide-mémoire, les guides d'animation dans les équipes. Ils sont là, c'est du clé en main. C'est vraiment un document de 2 pages, PDF imprimable, avec une série de questions. C'est à vous à déterminer quelles questions vous voulez amener, comment vous allez l'amener. Tout ça est un prêt à utiliser, là. Donc, c'est vraiment très bien pour ça. Marie-Ève Lévesque a parlé de certains acronymes, le RUV et les SAC, c'est les responsables d'unité de vie et les spécialistes en activité clinique. Et sinon, voilà, et d'impliquer vos gestionnaires dans la démarche contribue à favoriser l'intégration des outils. Évidemment, ça, c'est vraiment un secret. Puis, on a tendance à les oublier, mais c'est sûr que c'est des partenaires essentiels, là, les gestionnaires, évidemment. Le grand enjeu, il est probablement là, c'est qu'il ne faut surtout pas que ça devienne que sur le temps personnel des intervenants. Ouais. Parce que c'est là que l'irritabilité, c'est là que la résistance arrive, parce que l'intervenant n'a pas à faire ça que sur son temps personnel, même si je sais que les intervenants le font beaucoup, se mettre à jour sur leur temps personnel, mais ça fait partie du travail. Et c'est là qu'il faut mettre dans la boucle les gestionnaires, les directeurs, ils peuvent nous contacter, ils peuvent contacter les gens du CIUS de l'Est, du CIUS de l'Ouest qui ont vécu l'expérience, pour qu'il y ait du temps dédié, qu'il y ait du temps réservé. Puis des fois, ce n'est pas beaucoup de temps, hein, les capsules vidéo, parfois c'est 3 minutes, 5 minutes, on parle de quelque chose de court. On disait aux équipes, on pense qu'en une demi-heure de réunion d'équipe, vous pouvez commencer la réflexion. Bon, il y en a qui en ont pris plus du temps, mais en une demi-heure, il y a déjà quelque chose qui se passe. Et une demi-heure par mois, vous allez être impressionné comment ça porte. Parce qu'après, les gens continuent à réfléchir, continuent à s'en parler, utilisent le même outil mais avec leur clientèle, continuent à y réfléchir. C'est ça le modèle à portée de main. Puis la force du groupe aussi, c'est dans le fond, la connaissance est décuplée et finalement, plutôt que de prendre une demi-heure en individuel et de ne pas être capable d'en parler par la suite, c'est quand on le fait ensemble, cette même demi-heure-là devient beaucoup plus efficace, rentable, efficiente et tout le langage qu'on pourrait, tout le langage gestionnaire qu'on pourrait sortir, mais finalement avec des résultats beaucoup plus efficaces pour les usagers. Ouais, Et ça protège votre santé mentale. Ça protège votre santé mentale d'intervenant, ça protège votre santé mentale de proche parce que on réfléchit à notre métier, on réfléchit à notre rôle d'accompagnateur si on est un proche. Et souvent, on n'est que centré sur la maladie de la personne qu'on accompagne, qu'on soit un intervenant ou un proche accompagnateur. Puis, c'est comme si on ne prend plus de recul sur moi, mon rôle, c'est quoi mon rôle? Comment je peux être encore mieux dans un rôle de soutien au rétablissement? Et beaucoup d'intervenants dans les entrevues à la phase 1 et à la phase 2 nous ont dit, enfin, on a parlé ensemble du métier que l'on partage, de notre façon de faire notre métier. Et ça redonne du sens à notre métier. Et quand on redonne du sens à notre métier, on protège notre santé mentale de travailleur. Et je pense qu'on a besoin de protéger notre santé mentale, intervenant du réseau de la santé mentale. C'est ce qui ferait une excellente conclusion, Catherine. Merci beaucoup. Merci Catherine Briand, Marie-Ève Dargy, Marie-Ève Lévesque, Sarah Montmigny aussi qui a préparé le super PowerPoint. Merci à tous les participants. Vos questions étaient pertinentes. Ça nous a permis d'explorer davantage comment on peut utiliser ce modèle-là et cette approche-là pour soutenir les pratiques axées sur le rétablissement dans l'ensemble de nos milieux. Merci beaucoup. Je vous laisse parce que le temps est déjà passé et puis n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions et tout commentaire. Merci à tous.
Merci beaucoup. Au revoir. Merci.